On commence ce Lex Inside, on va parler des retours d'expatriation. Quels sont les enjeux en droit du travail et en matière de droit fiscal? On en parle tout de suite avec mon invité, Gauthier Chevalier, avocat fondateur de CHG Avocat. Gauthier Chevalier, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans les conseils pratiques, on va évoquer ensemble donc le retour d'expatriation et pourquoi est-ce un sujet sensible selon vous? Alors c'est un sujet extrêmement sensible pour les entreprises parce que si vous êtes dans le top management et que vous êtes à la tête d'une filiale, par exemple chinoise, indonésienne ou américaine, vous avez connaissance d'informations extrêmement sensibles pour l'entreprise qui peuvent mettre en jeu la pérennité de l'entreprise. Et donc la société a besoin de mettre une chape de confidentialité sur ces sujets-là et parfois faire un protocole d'accord transactionnel. Il y a un sujet de guerre économique parce que si ces informations sont obtenues par des sociétés concurrentes, elles seront très certainement utilisées. Et il y a un sujet encore plus important. Prenons le cas d'un cadre dirigeant, il est à la tête de la filiale chinoise d'un grand groupe français. Évidemment, il y a une démultiplication des conflits armés, donc une démultiplication des sanctions internationales. Si vous êtes à la tête d'une filiale d'un grand groupe français ou international en Chine, vous avez presque nécessairement connaissance de manière directe ou indirecte de violation de ces sanctions internationales du fait des liens avec la Russie. Et donc, ces informations-là, elles sont cruciales, il faut les protéger. Donc on comprend pourquoi c'est un sujet sensible. On va s'intéresser maintenant au cadre juridique. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, le cadre juridique est triple. On a d'abord un cadre contractuel, un cadre selon le Code du travail et un cadre conventionnel. Contractuel, ça va être l'avenant d'expatriation ou de détachement, ça peut être une convention de mutation tripartite ou un contrat local plus. Le cadre du Code du travail, c'est l'article L 1231-5 qui prévoit que lorsqu'une société mère met à disposition d'une filiale étrangère son salarié, elle doit le rapatrier. Et le cadre conventionnel, c'est les conventions collectives. L'ancienne convention collective de la métallurgie, avec son annexe 2, avait des dispositions très fortes en matière de réintégration. On a aussi, dans la convention collective des cadres de travaux publics ou de l'industrie pharmaceutique, des éléments assez intéressants. Donc on a 3 cadres. On a vu le cadre juridique. On dit souvent que l'âge charnière pour ces retours d'expatriation, c'est 55-62 ans. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que lorsque vous avez 55 ou 60 ans à peu près, vous êtes souvent dans le top management, cadre dirigeant, et donc, ce que je disais tout à l'heure, à la tête de ces filiales. Et donc, la réintégration en France exige que le poste soit équivalent à celui avant le départ d'expatriation ou à celui qu'avait le salarié pendant l'expatriation. On a souvent des postes COMEX ou top management, il y a très peu de turnover en France, et donc on a presque une impossibilité matérielle de rapatrier. Donc c'est un peu un aller simple. Vous partez tout en sachant qu'il n'y aura certainement pas de retour. Ce n'est pas formellement expliqué de la sorte, mais c'est une réalité. Pour vous, c'est lié à un manque de moyens ou c'est plutôt la difficulté de réintégrer ces seniors dans l'entreprise? C'est compliqué? Alors, il y a une difficulté parce qu'en effet, il y a peu de postes disponibles. Donc il y a une difficulté matérielle qui est certaine. Mais il y a aussi une culture. La culture française veut qu'entre 55 et 62 ans, les seniors, le cadre dirigeant senior, quittent l'entreprise. On a d'ailleurs tout un écosystème qui tourne autour de ça. Vous pouvez avoir une prorogation de l'assurance chômage jusqu'à une retraite à taux plein à 67 ans. Et donc, on les pousse dehors. Donc, il y a à la fois une difficulté matérielle et une absence véritable de volonté. Et c'est ce que je critique parfois un peu, c'est que c'est un double préjudice pour les grands groupes parce qu'il n'y a pas de handover. Donc ces cadres dirigeants qui ont une connaissance internationale du groupe très fine, ils vont être mis dehors rapidement, mais leurs connaissances vont disparaître. Et le deuxième préjudice, c'est que ces cadres-là vont retrouver un job à Singapour, à Hong Kong ou aux États-Unis, chez des sociétés concurrentes qui, elles, valorisent. Et donc, on a un sujet sur le poste de réintégration, sur la valorisation de ces connaissances. Donc c'est un vrai sujet RH pour l'avenir de ces seniors. On va s'intéresser maintenant aux enjeux en matière fiscale. Quid des indemnités de licenciement ou des indemnités des départs qui sont perçues à la fin d'une expatriation? Alors, on a 2 éléments. On a le calcul du package de départ qui, évidemment, est gonflé par tous les éléments perçus en expatriation, les avantages en nature, les clauses de tax equalization, tous ces éléments-là. Ça, c'est sur le calcul. Et puis, il y a la fiscalité qui s'applique à ces éléments-là. On a, pour faire simple, on va chercher le pouvoir de répartition entre la France et le pays d'expatriation, savoir quel pays
dans quel pays seront imposées ces indemnités. Et donc, on va distinguer selon le type d'indemnité. On aura une solution différente si c'est une indemnité conventionnelle, des dommages et intérêts, des stock options, ou alors une indemnité de clause de non-concurrence. Prendre un exemple très simple. Vous avez un expatrié à Hong Kong, son expatriation se termine, il doit revenir en France. Lui ne veut pas revenir, donc il reste résident fiscal à Hong Kong. Son contrat français est rompu, son préavis est payé avec une dispense d'exécution. Bon. Le réflexe, ça serait de soumettre ces sommes-là à l'impôt sur le revenu à Hong Kong parce qu'il est résident fiscal. Non, ça sera soumis en France. Ça, c'est les conventions fiscales bilatérales et les commentaires OCDE qui interprètent ces sujets-là. Deuxième sujet, si vous avez ce même cadre expatrié, dans son contrat français qui est rompu, vous avez une clause de non-concurrence sur le territoire français uniquement pendant 12 mois. Eh bien, l'imposition ne sera pas faite en France, mais sera faite à Hong Kong. Donc en fait, en fonction du type d'indemnité, on va répartir, selon ce que dit la Convention, entre les différents pays. C'est un petit peu technique, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Alors ensuite, on va s'intéresser à la sécurisation du retour d'un expatrié. Concrètement, c'est quoi les bonnes pratiques à avoir en tête pour justement que ce retour du salarié expatrié se passe bien? Alors on va distinguer pour l'entreprise et pour le cadre expatrié. Pour l'entreprise, il y a 3 règles. C'est anticiper, anticiper et anticiper. Il faut vraiment avoir un suivi très précis du statut des expatriés et même des expatriés qui n'ont plus de contrat avec la France, qui sont en contrat purement local, parce qu'il peut y avoir une réintégration. Donc il faut qu'il y ait un suivi RH qui est rarement fait parce que si vous êtes expatrié depuis 10-15 ans, vous avez plus de lien avec les RH et donc ce suivi-là n'est pas fait. Donc en fait, il faudrait vraiment avoir un suivi et une anticipation. Anticiper, c'est aussi rédiger de manière très claire pour l'entreprise ces clauses de réintégration et c'est pas toujours le cas parce qu'en donnant de la visibilité, de la transparence dans les avenants d'expatriation, ça rassurerait toutes les parties. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut indiquer dans ces avenants, dans ces clauses? Alors, le poste de réintégration, c'est-à-dire dire est-ce que le poste de réintégration sera celui qui était avant l'expatriation ou après, ou en tenant compte de l'expérience acquise en expatriation. J'ai un exemple très simple. Un client expatrié qui a travaillé 1 an en France, puis il est parti 25 ans. Il était à la tête d'une filiale en Nouvelle-Zélande. On lui dit, il va falloir revenir en France. Juridiquement, l'entreprise pouvait lui proposer un poste identique à celui qu'il avait avant son départ, c'est-à-dire lors de sa première année. Donc en fait, il y a une stratégie aussi juridique, clairement des DRH, s'ils veulent se protéger un peu plus, il faut être très clair et puis faire la clause la moins bénéfique possible aussi, ou alors trouver un équilibre et puis prévoir aussi dans la classification tel type de poste et le secteur géographique aussi. Donc il faut vraiment venir préciser les clauses de manière précise. Alors vous avez dit qu'il faut anticiper, mais concrètement on ne peut pas tout anticiper, alors comment fait-on? Alors c'est sûr, on ne peut pas tout anticiper. Par contre, les expatriations, elles se terminent rarement du jour au lendemain. Parce que il y a quand même un suivi de la filiale. Dans la filiale, il y a moins de personnes. Donc, il y a quand même besoin de s'organiser, d'organiser le handover. Profitez de cette décision et du handover pour commencer déjà à rechercher en France, à faire un travail en amont ou faire un suivi annuel, ça peut être le cas, pour les DRH. Et puis, aussi, anticiper le suivi dont on a rapidement parlé, mais de ces salariés qui sont en contrat purement local, qui n'ont plus de lien avec la France, parce que si un jour ça se termine avec la filiale, ils pourront obtenir une réintégration. Donc, il y a un besoin d'organisation et de suivi qui doit être fait. Pourquoi ça peut être fait dans un temps un peu plus long? Parce que de toute façon, on ne peut pas faire revenir un expatrié du jour au lendemain. Il y a ce que la Cour de cassation appelle le respect à la vie privée et respect à la vie privée et vie familiale. Et donc, on laisse un délai certain de plusieurs mois pour que on puisse simplement inscrire les enfants dans une nouvelle scolarité. On va conclure là-dessus. Merci Gauthier Chevalier. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur du cabinet CAG Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, on change de registre. On va parler droit des sociétés avec un arrêt important, l'arrêt Larzul 3.